Du coup, très bien. C'est noté. Merci Pardon. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est simplement, on va parler de prototypage web, prototypage mobile. Concrètement, ça va plutôt être sur la partie application mobile, création d'une plateforme, création d'un SaaS, création d'un site web. On peut faire un crochet là-dessus. J'ai entendu que Pascal était plutôt sur la partie site web, communication, ce genre de choses. C'est des sujets qu'on traite sur un autre atelier, mais on pourra en parler à un moment. Dans l'idée, si tu as envie de m'arrêter parce que tu sens que tu décroches, on décroche sur un truc qui te concerne un peu moins. Je peux essayer de me rapprocher un peu de ce que tu fais. Et on fera un tour aussi sur les outils. Je crois que j'ai une autre presse dessus. Donc, n'hésite pas à me le rappeler à la fin si jamais tu vois que je ne l'ai pas abordé. Et donc voilà, ça, on va vraiment rester sur ces sujets-là et on va rester sur les étapes qui sont préalables au développement parce qu'elles sont tout aussi, si ce n'est plus importantes que le développement en lui-même de l'outil. Je vais commencer par me présenter du coup. Donc, moi, je suis Clément Gachon. J'ai commencé à entreprendre il y a un peu plus de 4 ans, en 2017, mais ça a même commencé un peu avant. Moi, j'ai commencé ce parcours-là, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études en particulier sur le développement, sur la partie UX, sur la partie UI. C'est au fur et à mesure de mes expériences et de mon boulot que je me suis formé dessus et que j'ai commencé à me spécialiser là-dedans. Très concrètement, j'ai commencé donc en 2017 à peu près par fonder Duo Learning, qui était une plateforme de pratique et orale des langues entre professionnels. L'idée, c'est que c'est moi qui ai développé, fondé seul la plateforme et je viens plutôt du milieu de la gestion, finance et après du commerce, on va dire, entre gros guillemets. Quoi qu'il en soit, je viens plutôt d'un milieu qui n'a rien à voir avec ces éléments-là. Mais je me suis formé et j'ai appris à développer ce genre de plateforme-là, à faire des tests utilisateurs, à mettre en avant tout ça, à faire du commercial, du marketing, de la communication. Et quoi qu'il en soit, un peu de temps après, j'ai fondé Bochou, qui est au sens très large une agence web, une agence de développement en no-code et une agence du UX. Mais on a aussi une focalisation assez forte sur l'accompagnement des porteurs de projets euh, en early stage, dans l'idée pour vous accompagner sur la réalisation de vos prototypages, de vos prototypes, pardon, de vos MVP et de tous ces éléments-là qui vont faire que vous allez pouvoir tester rapidement, évaluer un marché et voir si ça vaut le coup de mettre de l'argent, d'aller chercher des sous ou même d'investir votre temps sur un projet. Moi, ça m'a permis de passer par pas mal d'éléments. Donc, comme vous, j'ai eu des incubateurs, que ce soit des incubateurs étudiants, des plus classiques et des un peu plus gros. Mais concrètement, j'ai fait ce parcours-là. Donc, si vous avez même des questions relatives un petit peu à ces éléments-là, il n'y a absolument aucun problème. Donc, dans l'idée, aujourd'hui, on va commencer par se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est intéressant de prototyper seul. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se lancer tout de suite sur l'appel à un prestataire et éventuellement le fait de déléguer très vite cette tâche-là, que ce soit un stagiaire, un alternant, un salarié si vous avez les moyens, ou même carrément une agence ou un prestat. C'est qu'aujourd'hui, ça vous permet de vous confronter assez rapidement au marché. Ça vous permet de ne pas investir de temps et d'argent avant de savoir si ça vaut le coup réellement de le faire. Et typiquement, c'est un retour d'expérience que je vous fais, ça vous permet aussi de ne pas forcément perdre 6 mois à parler à la mauvaise cible. Comme je vous le disais, moi, j'ai commencé par fonder une première entreprise qui était sur la pratique orale des langues. Et dans un premier temps, moi, j'ai visé les universités. J'ai passé 6 mois à lancer un pilote, à faire un prototype et à lancer quelque chose, sans forcément me rendre compte que je visais pas la bonne cible. C'est-à-dire que les personnes étaient très intéressées. Donc, on avait effectivement une réponse à un besoin réel, la pratique orale des langues dans le milieu universitaire. Mais on avait un vrai sujet, c'était que les gens ne pouvaient pas payer la licence et ne pouvaient pas faire vivre l'entreprise. Donc, du coup, on avait une réponse à un besoin, mais on n'avait pas les sous, les financements, les fonds, en fait, tout simplement, pour faire tourner une entreprise derrière. Donc, en fait, j'ai passé 6 mois perdu, entre gros guillemets, dans le sens où on apprend toujours des choses, on a des retours, etc. Et c'est toujours intéressant. Mais j'ai passé 6 mois à parler à la mauvaise cible avant de lancer un prototype et avant de me rendre compte que si j'avais lancé le prototypage le plus rapidement possible, quitte à ce que ça soit un peu bricolé avec des systèmes de visioconférence, ce genre de choses-là, un peu avec des Skype et un tableau Excel ou un truc tout bête comme ça, je me suis rendu compte que, enfin, j'aurais pu me rendre compte dès 6 mois avant que ça n'avait aucun sens de faire ce genre de choses-là et qu'il fallait que je me concentre sur une autre cible. Donc, l'idée, c'est vraiment confrontez-vous le plus rapidement au marché, attendez pas des mois et des mois et trouvez le moyen le plus direct pour réaliser le prototype de votre projet, de votre service, de votre application ou quoi que ce soit. Ça vous permet d'attirer des profils plus sexy aussi. Concrètement, une fois que vous arrivez à la recherche d'un salarié, à la recherche d'un associé, à la recherche d'un stagiaire ou de qui que ce soit, surtout sur la partie technique, en fait, vous arrivez sur des profils qui, eux, ont principalement
enfin, principalement. Ces gens-là ont le choix, en fait. On a une pénurie de dev, ça on le sait. On a une pénurie de profils en UI et en UX. Tous ces profils-là, en fait, c'est plus compliqué d'aller les chercher. Et si vous voulez en chercher des bons et des profils beaucoup plus sexy, il faut arriver avec des preuves tangibles que le projet sur lequel vous bossez, vous, bah, il a déjà des signes que ça peut marcher, que ça va marcher. Et du coup, en développant un prototype, en vous confrontant rapidement au marché et en avançant le plus rapidement possible vers euh, une validation de vos clients et du fait que vous pouvez gagner de l'argent avec ce projet-là, ou à minima investir plus de temps et aller chercher des gens et leur demander du temps aussi, sans forcément les rémunérer si c'est un associé au début, ce genre de choses-là. Il faut que vous rêviez, avec à minima un premier prototype et des premières personnes qui vous disent ça c'est béton. Si vous le développez un peu plus sérieusement, moi je suis prêt à mettre des sous, ou le prototype est très utilisable et du coup vous commencez à vos premiers clients et du coup les personnes qui vont vous suivre ou qui vont être intéressées par le projet seront d'autant plus intéressantes. Et aussi vous commencerez à avoir le choix en fait sur ces éléments-là. Donc assez simplement, je trouve que c'est la manière la plus pertinente de démarrer un projet. Ça vous permet aussi de mieux comprendre les personnes que vous allez éventuellement embaucher pour mieux recruter ou vous associer derrière. Si vous avez déjà mis les mains dans le cambouis, ou si vous avez déjà commencé à travailler assez simplement sur euh, comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on fait des maquettes, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses-là, si vous avez fait les premières étapes de ça, si vous avez fait la première brique du projet, la version 1 du prototype, du service, etc., vous savez déjà comment ça fonctionne, vous êtes déjà plus alerte sur qu'est-ce qu'une personne qui devrait rentrer chez vous, s'associer avec vous, quoi que ce soit, doit savoir faire, comment est-ce que vous voulez qu'elle bosse, et surtout, en fait, si vous êtes amené à la manager d'une quelconque manière ou de bosser avec elle, vous savez que telle chose ou telle chose, ça ne va pas lui prendre 2 semaines, ça va lui prendre 6 mois, et du coup, ça ne vaut pas forcément le coup de se focaliser là-dessus, sachant que l'apport pour l'entreprise, pour le service et pour l'intérêt que les clients peuvent avoir pour vous, il n'est pas énorme. Donc concrètement, ça vous permet d'avoir une meilleure vision des profils que vous avez, de comment ça fonctionne. Et le no-code, en fait, de manière assez générale, vous permet, sans connaissance technique, c'est un peu l'idée du sujet du jour, de vous investir et d'appréhender ces notions-là, de comprendre la logique sans forcément faire de code, et de comprendre la logique aussi de ces outils-là si vous embauchez ou si vous venez à vous associer avec des personnes qui vont reprendre la main sur les outils de no-code. On va en parler, on peut faire des évolutions depuis du no-code, on peut faire des reprises pour repartir sur des solutions propres, on peut faire plein de choses. Ça va notamment aborder les limites, mais de manière assez générale, en fait, le coût effectivement 3 mois pour changer la couleur du bouton, ça c'est aussi si jamais vous voulez faire de l'externalisation et balancer ça à un prestataire, une agence. Vous savez que telle ou telle chose, ça ne prend pas 6 mois. Si on vous parle d'intégrer une API, ça peut faire un mot qui fait un peu peur, mais si vous savez ce que c'est qu'une API et que vous connaissez le service en question, vous allez comprendre assez rapidement que ça ne prend pas 6 mois de faire telle ou telle chose, que ça ne devrait pas vous coûter 15 000 euros, mais ça devrait vous en coûter 1 000, 2 000, que ça ne devrait pas prendre plus de 2-3 jours. Donc, c'est vraiment ces notions-là, ça vous permet d'appréhender le projet dans sa globalité. Et en posant les premières briques, vous savez construire, vous savez comprendre et vous savez aussi assez rapidement valider que la brique que vous posez va servir à construire un mur et pas juste à arrêter de poser là et à servir effectivement à rien. Donc, ne mettez pas d'effort dans un projet qui n'a pas forcément lieu d'être. Présentez-le le plus rapidement possible à vos clients. C'est eux qui seront le plus à même de vous dire si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas forcément le coup. On va passer maintenant aux étapes de la réalisation du projet MVP. Comme je vous le disais, en fait, les étapes préalables au développement du no-code, c'est des étapes qui sont d'autant plus, qui sont tout aussi, si ce n'est plus importantes, parce qu'au plus vous préparez proprement ces étapes-là, au moins vous aurez comment dire, au plus ça sera un chemin tracé en amont, au moins vous pourrez sortir des clous et au plus vous aurez quelque chose de plus proche de ce que vous vouliez faire initialement. Et au plus ça ira vite aussi. Il y a des étapes, on va les voir, elles sont essentielles. Et si vous les faites correctement, il n'y a aucune raison que le développement en no-code soit complexe. Il y aura toujours des complexités, il y a toujours une courbe d'apprentissage, mais de manière générale, si ces étapes-là sont bien préparées, c'est censé filer un peu de tout droit. Et le dev en no-code, c'est censé être une étape de plus et pas une galère ou une espèce de montagne qu'il faut surmonter. Donc, on va essayer de voir ça ensemble là. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un MVP? Effectivement, on va parler, on va dire un peu les termes. Un MVP, c'est un minimum viable product, un produit minimum viable en français. Et l'idée, en fait, c'est de répondre à 2 questions dans un premier temps. C'est est-ce que vous adressez le bon marché? Donc moi, typiquement, on peut reprendre l'exemple de ma première entreprise où on avait
moi qui essayais de parler avec des universitaires, mais qui n'ont pas d'argent. Donc, est-ce que j'adresse le bon marché? Initialement, non. Et ensuite, je suis passé du coup sur les entreprises et ça marchait déjà beaucoup mieux. Est-ce qu'on répond à un vrai besoin? C'est donc, est-ce que quelqu'un a des sous pour me payer? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Et du coup, également, est-ce que cette personne-là a vraiment un besoin et est prêt à mettre de l'argent pour qu'on réponde à son besoin avec le service, le produit ou quoi que ce soit que vous soyez en train de créer aujourd'hui? C'est censé le faire le plus rapidement possible. Encore une fois, l'idée, c'est pas de perdre du temps. C'est censé le faire de la manière la plus simple possible. L'idée, encore une fois, c'est pas d'aller chercher les outils les plus alambiqués. Je vais vous en présenter qui sont très complets, très complexes éventuellement, facilement compréhensibles. Il n'y a pas forcément besoin de faire 5 ans d'études pour les comprendre et les utiliser. Mais malgré tout, si vous avez un moyen plus rapide que les outils que je vais vous présenter, et on en verra d'autres beaucoup plus simples, beaucoup plus directs, mais aussi beaucoup plus précis dans les besoins auxquels ils peuvent répondre, prenez ces outils-là. Si avec un tableau Excel et des Skype, on pouvait organiser des séances de visioconférence pour pratiquer l'anglais, concrètement, ça n'a pas de sens aujourd'hui de faire un prototype en développant une plateforme qui a un algorithme de machin, de trucs et de visio. Donc, si on prend un peu mon exemple à moi, j'aurais pu faire un proto en 20 minutes où je prends un fichier Excel, je prends des noms, je mets des créneaux et j'envoie le Skype à tout le monde, plutôt que de développer une plateforme pendant 6 mois et de me rendre compte que je ne visais pas la bonne personne, pas de la bonne manière, etc. etc. Donc, soyez malin dans la manière dont vous allez répondre à vos questions. Et une fois que vous avez validé ces premières étapes-là, vous pouvez éventuellement passer sur toujours du no-code, mais de manière un peu plus complexe, un peu plus dodue et sur un environnement qui nécessite qu'un seul outil, un truc un peu moins bricolé. Et une fois que vous avez fait ce truc un peu moins bricolé, si besoin, vous pouvez partir sur du développement en propre, sur plein de choses, ou sur une construction sur la base du no-code pour aller vers d'autres choses un peu plus costaudes. Donc, si on prend sur une timeline un peu basique, donc là, c'est purement figuratif dans le sens où les étapes vont globalement être les mêmes pour tout le monde si vous êtes sur des projets techniques, sur des projets technologiques. Mais par contre, ça ne va pas durer forcément le même temps. Typiquement, là, je pars sur 3 grosses semaines de dev sur du no-code, 3 semaines d'ailleurs pile. Si ça se trouve, vous allez passer 2 mois parce que vous êtes un peu plus lent sur la formation, sur l'appréhension à l'outil, etc. Si ça se trouve, ça va prendre que 2 semaines parce que c'est super simple. Et si ça se trouve, vous passez même pas par toutes les étapes parce que vous avez juste besoin d'un prototype, d'un MVP bricolé et de valider ça auprès de 4 clients et de vous dire, OK, maintenant, je repasse sur ces étapes-là. Mais de manière générale, si on parle d'outils de prototypes relativement costauds et solides, on part plutôt sur ce genre d'étapes-là. Et ça peut aussi prendre plus de temps parce que vous n'avez pas forcément assez de temps pour vous, parce qu'il faut faire le commercial, parce qu'il faut faire le marketing. Il y a 1 milliard de choses, des salons, des demandes de bourse, des demandes de subventions, 1 milliard de choses qui feront que cette timeline-là ne sera pas respectée. Mais vous avez une idée assez grossière des étapes si vous vous mettez à temps plein dessus. Donc cette timeline, ce rétro-planning-là, on va faire beaucoup plus simple, il est corrélé au fait que vous avez déjà fait vos tests utilisateurs, que vous savez déjà, par test utilisateur, j'entends questionnaire, que vous avez déjà demandé à votre cible. Est-ce que ce projet-là, il semble pertinent? Est-ce que cette manière de répondre à ce projet-là est pertinente? Qu'est-ce que vous voudriez comme réponse à votre besoin ou à votre problématique aujourd'hui? Et vous avez déjà des insights de OK, moi j'ai soulevé une problématique dans le domaine des langues. On n'a pas assez de moyens de pratiquer à l'oral. Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse est une école de langue? Est-ce que c'est des cours en ligne? Est-ce que c'est discuter avec des pairs comme ce que j'avais proposé de faire? Ou est-ce que c'est une autre solution qui n'a absolument rien à voir? C'est une peluche qui parle et qui me répond? Ou est-ce que c'est discuter avec Siri? En fait, une fois que vous avez déjà là, vous avez connaissance d'un besoin et que vous savez comment y répondre, mais vous ne le savez pas parce que vous avez pris votre doigt, vous avez regardé sur le vent et vous vous êtes dit OK, c'est ça, mais que vous avez demandé à des gens et que vous avez fait des questionnaires et que vous avez demandé de la manière la plus cohérente. Pour moi, c'est une étape qui est préalable à tout ce qu'on se dit aujourd'hui. Si ça, c'est pas fait, concrètement, vous pouvez quitter la présentation aujourd'hui et vous concentrer là-dessus parce que ça vous sera beaucoup plus utile que de savoir comment développer une application mobile en no-code. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez fait ces étapes-là, aujourd'hui, vous allez passer par la première étape qui va être de faire des écrans sur papier, ensuite des wireframes. Ce qu'on appelle des wireframes, c'est des maquettes fonctionnelles. On enlève la couleur, on enlève tout le sexiness et on met vraiment que de l'info brute et de l'expérience utilisateur pure, en fait, tout simplement. On va du coup faire des maquettes. On part sur l'architecture des données aussi, une fois qu'on a fait ça.
Si vous êtes ici, il y a une boucle que je n'ai pas forcément donnée, c'est une boucle un peu itérative. C'est une fois que vous avez fait des maquettes ou voire même des wireframes en fonction de la cible que vous adressez, ils n'auront pas forcément besoin de la même chose pour se projeter. Vous pouvez faire des boucles itératives où vous pouvez leur présenter les maquettes et voir si ça a fait sens pour eux, si l'utilisation est bonne, etc. On appelle de la co-construction, ça peut passer par des logiques de design thinking. C'est des mots que je mets ici, on ne va pas forcément en parler beaucoup plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez me couper à tout moment. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure des choses, mais le temps fait que, votre temps fait que, l'argent fait que, plein de choses vont faire que vous n'aurez pas forcément le temps de faire cette boucle itérative. Et à la limite, vous pourrez la faire une fois que c'est en prod et c'est l'avantage du no-code, c'est que ça peut se modifier assez facilement. Mais une fois que vous êtes là, et si vous voulez perdre le moins de temps possible sur cette partie-là, et que ça bouge le moins possible également, c'est faire des boucles itératives où vous présentez vos maquettes à vos clients, à vos futurs clients éventuels, des bêta-testeurs, vous les appelez comme vous voulez, et vous faites des boucles où vous dites, OK, moi je présente tout le parcours, je prends 5 personnes sur les personnes qui voudraient tester l'application, des clients éventuels, etc. Je leur présente l'application. On fait des maquettes sur Figma, par exemple. Ça, c'est l'outil que j'utilise aujourd'hui qui peut faire de la présentation comme ce qu'on fait là, mais comme des maquettes d'applications, des wireframes, les fameuses maquettes fonctionnelles, des sites web, un peu ce que vous voulez. Et vous le présentez du coup aux personnes qui vont l'utiliser, qui vont l'acheter, donc les utilisateurs, machin, etc. En ayant également, une fois encore, connaissance du fait que potentiellement, vous connaissez votre cible en amont et donc vos personas. Ce qu'on appelle personas, c'est les fiches de clients et d'utilisateurs, etc. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi faire tester vos maquettes, repartir sur une session papier ou sur une session de wireframe directement ou voir les maquettes en direct et refaire tester et repartir sur les maquettes et refaire tester. Et une fois que vous avez une solution qui est cohérente sur un besoin que vous avez validé et sur une solution, la manière de répondre à ce besoin-là qui est pertinente, vous avez toutes les chances de penser que ça devrait marcher. Mais du coup, maintenant, il faut le valider de manière très concrète en essayant de le vendre et plus juste en le proposant un petit peu comme ça sur des boucles de test. Si vous pouvez passer à la partie architecture de données, c'est un élément très important et on va le voir. Le no-code a l'avantage d'être très visuel, mais une des parties un peu plus chiantes, ce qu'on va appeler tout ce qui va s'appeler back-end. En développement, on a 2 éléments. Le back-end, c'est tout ce qui se passe un petit peu derrière le rideau, c'est ce qu'on ne voit pas forcément. Et c'est notamment, en fait, et du coup, de l'autre côté, vous avez le front-end, ce qui est devant le rideau sur la scène, et c'est ce qu'on voit. Un bouton, c'est du front-end, c'est quelle couleur il a, etc., ce genre de choses-là. Quand je clique sur ce bouton-là, ça vient récupérer les informations d'un formulaire qu'on a au-dessus et changer des choses dans la base de données. C'est ce qu'on appelle le back-end. En fait, c'est toutes les interactions qu'il va y avoir entre eux. Je clique sur un bouton, je récupère des infos et ça change quelque chose dans la base de données. Et ça, on va voir en fait que du coup, le no-code, une fois que c'est un peu la partie la plus opaque, entre gros guillemets, ou en tout cas celle qui est la plus complexe à comprendre, parce que tout ce qui va être front-end, c'est je dessine un bouton, je le mets là. Pourquoi je le mets là? Parce que je l'ai validé sur mes maquettes avant, etc., etc. Et donc, en fait, une fois que vous avez les maquettes très propres, vous avez donc le front-end, et donc vous avez toute l'architecture de données, vous avez votre base de données, etc. Vous avez 90% du développement qui est fait, entre gros guillemets, ou en tout cas, vous n'avez pas moins moyen de vous tromper. Et surtout, en fait, il ne vous reste plus qu'une seule chose à comprendre et à appréhender, c'est toutes les interactions entre eux. Parce que là, vous avez la structure, vous dites, OK, j'ai des clients, enfin, j'ai des utilisateurs qui, eux, vont avoir des classes de langue, qui vont avoir, du coup, des partenaires de langue. Dans cette classe de langue, il y aura un professeur. Et ça, c'est toutes les informations qui vont être des petits tableaux, comme sur Excel, avec les onglets, par exemple, où vous avez toutes ces informations-là. Et en fait, la seule chose que vous allez devoir faire une fois que vous avez fait ça et ça, c'est connecter les deux. C'est vous dire, quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va changer, dans quelle mesure, etc. Si j'ai besoin d'envoyer des emails, quel outil je rajoute à côté. Et en fait, pour combler ce vide-là, on va le voir ensemble, mais vous avez pléthore de tutoriels. Et donc, dans l'idée, une fois que vous avez fait cette mise au propre de l'architecture de données, de votre tableau Excel, de toutes les informations qui vont être stockées dans l'application, dans le SaaS ou quoi que ce soit, vous avez le développement en no-code. Et là, c'est la dernière étape, et c'est probablement pas la moins importante, mais en tout cas, celle qui est, à mon sens, la moins importante vis-à-vis de toutes ces étapes préalables, et qui ne prend pas forcément beaucoup plus de temps. Là, on voit c'est 50% du temps, mais parfois, ça peut être vraiment 2 semaines pour 3 mois et demi de boulot en amont, juste pour préparer les choses, faire des tests, etc. Quoi qu'il en soit, on va passer sur le développement, et là, on verra les outils, le comment, le pourquoi, comment se former, etc.
Donc, si on repart sur la première étape, l'idée de faire ces écrans sur papier, au-delà de faire des écrans sur papier, en fait, il faut que vous puissiez mettre au propre la visualisation de votre projet, de la plateforme, en tout cas de ce que vous avez validé avec vos clients en amont, avec les questionnaires utilisateurs. C'est d'avoir le moyen d'expression le plus libre pour poser au propre et éventuellement le plus compréhensible aussi pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même après. L'idée, c'est pas de poser des choses et que ce soit incompréhensible après. C'est de poser ce genre d'éléments-là où vous vous dites, voilà, là, on a un site web, mais ça pourrait être une plateforme, ça pourrait être une application, ça pourrait être plein de choses. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver sur la mise au propre de son idée. Et on fait des carrés et on dit, ça, c'est le début de mon application. Alors, j'ai un menu ici, et puis là, j'ai un menu en hamburger. Pourquoi? Je ne sais pas. Derrière, qu'est-ce qui va se passer derrière ce menu hamburger? Et on va dessiner l'intégralité de son application. Vous la dessinez sur papier si vous êtes très à l'aise dessus, vous la dessinez sur autre chose si vous êtes plus à l'aise autre chose. Mais dans l'idée, le papier-crayon, c'est le truc que tout le monde maîtrise. Et globalement, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous n'avez aucune limitation. Vous ne vous dites pas, tiens, est-ce que ça, techniquement, c'est possible? Ou tiens, ça, je ne sais pas le faire avec mon logiciel de design. Vous vous en foutez. Vous posez tout au propre, enfin au propre, au brouillon même plus d'ailleurs. Et vous posez votre idée, vous jetez ça comme ça. Là, dans l'idée, vous pouvez faire une première boucle itérative, vous pouvez faire une première version de test avec vos utilisateurs, vos bêta-testeurs. En fonction de la cible, ça sera plus ou moins viable. Vous avez des personnes qui ont besoin d'un peu plus pour se projeter et vous dire tiens, là, je me visualise bien un bouton ici, ou tiens, le bouton, pourquoi il est là, je le verrai plus ici. Sur papier crayon, il y en a beaucoup qui vont vous dire alors c'est gentil, mais je ne comprends pas ton gribouillis, donc reviens vers moi plus tard. Donc parfois, vous allez devoir vous dire, OK, ça semble plus cohérent de faire ça comme ça. Si vous avez des connaissances en UX, bah, tant mieux, parce que du coup, ce sera d'autant plus simple. Si vous avez des collègues à vous qui connaissent un peu ça, ou si vous avez des potes, machin, pour essayer. Mais dans l'idée, en fait, c'est soyez le plus libre possible, posez votre idée sur le moyen d'expression qui vous semble le plus simple pour vous. Donc le papier et crayon, globalement, c'est le plus simple pour tout le monde. Ensuite, on va passer au wireframe. Je vous ai même mis les outils en plus, c'est cool. Les wireframes, c'est ça. Donc là, on est passé sur un papier-crayon, comme ça, et on va passer sur un outil de design. Donc là, vous avez deux options. Je vous en mets deux, il y en a 1 milliard, mais concrètement, vous avez une simple et une complète, qui est plus complexe, mais qui est complète. La première, elle s'appelle Balsamiq Wireframe, et la seconde s'appelle Figma. Balsamiq, c'est très simple d'utilisation, ça vous permet de faire ce genre de petits gribouillis, ce genre de wireframe, qui sont donc des maquettes fonctionnelles. Comme vous le voyez, là, on n'a aucun élément qui vient de couleur, qui vient parasiter l'information pure, l'expérience utilisateur pure. Est-ce que ma liste déroulante là, elle fait sens? Et on peut les faire d'une fidélité, ce qu'on va appeler, qui soit le plus proche possible. Certaines auront des images, certaines auront du texte directement intégré, d'autres non. À vous de voir ce qui vous semble le plus cohérent. Au plus c'est fidèle, au plus c'est long à faire, mais au plus c'est simple pour les personnes de se projeter, même pour vous-même. À voir le degré que vous pouvez, que vous devez mettre aussi. Et donc, dans cette idée-là, vous allez reprendre l'application que vous avez faite au papier-crayon et la mettre là-dessus. L'idée, c'est que, d'une part, ça vous permet d'avoir déjà un fichier digital que vous pouvez montrer. Vous pouvez plus facilement l'envoyer, vous pouvez plus facilement le faire tester, et vous pouvez aussi plus facilement, éventuellement, l'animer un minimum pour que les tests soient un peu plus parlants et éventuellement pour qu'un développeur ou que vous-même ou que quelqu'un d'autre, pas un développeur, un designer que vous-même ou que qui que ce soit d'autre puisse travailler sur la partie design. En fait, c'est utile parce que à partir de ça, vous pouvez après créer les maquettes directement. Et quand je parle de maquettes, ça va être des éléments avec la couleur, avec le design, avec tout. Une photo de l'application, de la plus proche possible de ce qui va être développé et qui du coup va servir aux développeurs, va vous servir à vous-même et va servir pour le no-code ou pour du développement en propre. Ça, c'est des étapes qui servent pour les deux, quoi que vous souhaitiez faire, que vous souhaitiez faire un projet en no-code ou un projet développé en propre par vous-même, par un dev ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça vous permet à vous d'avoir cette première brique qui est posée, de conserver la main et de ne pas avoir d'interprétation entre ce que vous vouliez sur papier-crayon et sur ce qui est fait au niveau des wireframes. Et ce n'est pas le plus compliqué à faire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de notion d'UI à avoir. Des notions d'UX, il y en a forcément, mais vous allez, de toute façon, vous allez patauger un peu au début. Et vous pouvez faire tester ce genre de choses-là pour régler les problèmes d'expérience utilisateur, d'ailleurs. UX, c'est expérience utilisateur, user experience. Et UI, c'est user interface, c'est l'interface utilisateur. C'est à quoi ça va ressembler. C'est je pose un bouton ici
parce que XXX, c'est parce qu'il se passe ça avant, il se passe ça après, et la personne qui l'utilise, elle est comme ça. C'est ce qu'on appelle donc l'expérience utilisateur, le pourquoi du comment, si vous voulez. Et le pourquoi est-ce qu'il est bleu et qui clignote en vert parce que je le survole et en bleu quand je clique dessus, c'est de l'interface utilisateur. Comment est-ce qu'on rend des briques posées comme ça jolies? Quoi qu'il en soit, ça vous permet de garder la main sur l'info et ça vous permet de le retransmettre éventuellement si c'est une étape qui est un peu plus complexe, la maquette, mais qui n'est pas impossible, encore une fois. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez apprendre assez rapidement si vous vous mettez un peu dedans. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous avez ces deux outils-là pour vous aider. C'est une étape qui est très importante et je vous conseille de la faire tout seul aussi. Sauf si vous avez les moyens de l'externaliser pour X ou Y raison, auquel cas, c'est quand même intéressant de conserver, de comprendre à minima comment ça fonctionne. Ensuite, les maquettes. Donc là, on voit un peu la différence entre ça, où il y a de la couleur. Pourquoi est-ce que c'est violet? Pourquoi est-ce que c'est pas autrement? Pourquoi est-ce que j'ai cette typographie, cette typographie? Pourquoi est-ce que c'est du gris ici? Pourquoi est-ce que c'est un peu plus foncé là? Pourquoi est-ce que quand ça survole, j'ai un petit pop-up comme ça et pas autre chose, etc. Mais le pourquoi est-ce que j'ai le filtre ici? Pourquoi est-ce que j'ai ce bouton-là, là? Pourquoi est-ce que ça, c'est en premier, ça, c'est en deuxième, ça, c'est en troisième? Pourquoi est-ce que lui, il est au milieu et pas en dessous? C'est ce qu'on va appeler c'est un peu de l'UX concrètement. Pourquoi est-ce que j'ai ces éléments-là sur le menu et quand je clique ici, je vais où? C'est de l'expérience utilisateur de manière générale. Donc pour faire ces maquettes-là, vous avez deux gros outils, on va dire. C'est les deux plus gros du marché, j'ai envie de dire, je pense. Je ne sais pas exactement, mais concrètement, c'est les deux plus utilisés, que je rencontre le plus en tout cas. Et Adobe XD, qui est payant directement, ou en tout cas pour les étudiants, je crois que ça peut être gratuit, en tout cas ça peut être utilisé à différentes fins. Si vous êtes de surcroît dans des écoles de design, je crois que vous avez des prix à minima, et si ce n'est pas gratuit, vous l'aurez à minima moins cher. Et vous avez Figma qui est gratuit, collaboratif. Vous l'aurez compris, moi je suis plutôt converti par le deuxième, d'autant qu'il, comme je vous le rappelle, il est ici aussi. Il est très complexe, entre gros guillemets, hein, plus complexe que ce genre d'outil-là, mais très complet. Adobe XD est très complet. Vous pouvez faire des wireframes aussi avec, mais c'est compliqué et c'est surtout plus cher en fait. Mais c'est pas collaboratif, ça je sais pas. J'ai jamais trop utilisé Adobe XD, c'est pas ma cam. Quoi qu'il en soit, Figma marche très très bien, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des liens à vos clients, à vos devs ou à vos utilisateurs pour les tests. Donc je n'aurais qu'à vous recommander de passer par cet outil-là. Vous pouvez l'installer, vous pouvez l'utiliser en ligne, visualiser, ce genre de choses. Moi, je peux vous envoyer typiquement le lien de la présentation et vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous connecter dessus, etc. Donc les maquettes, c'est là où on va mettre de la couleur, c'est là où on va prendre votre direction artistique, c'est là où on va utiliser éventuellement le branding que vous avez mis en place avant, donc l'identité de marque. On est un service de conseil, donc on va plutôt utiliser du bleu. Où on est un service de conseil fun, on va prendre du orange parce qu'on a envie de transmettre une autre émotion qu'un truc très sérieux, etc. Donc ça c'est bleu, donc ça c'est orange, etc., etc., etc. C'est toutes ces choses-là qu'on va commencer à mettre en place. Et à partir de ça, c'est l'étape où vous pouvez également faire vos tests utilisateurs, faire vos boucles itératives, l'envoyer ces maquettes-là à vos clients pour qu'eux l'utilisent, pour qu'eux vous disent OK, donc ça, c'est pas cohérent parce que moi, quand je clique ici, je m'attends à ce qu'il se passe ça et pas ça. OK, très bien, je note. Vous êtes 5 sur 10 à me dire ça, je change, etc., etc. Et une fois que vous êtes prêt, en fait, vous avez vraiment une photo de votre application. Et ce que vous allez faire en no-code, on va le voir juste après, c'est de reprendre ces éléments-là et de les dessiner de la même manière que vous les avez dessinés sur le design. Vous allez prendre un carré, vous allez le mettre comme ça. C'est-à-dire que dans ce carré-là, je vais me poser une image d'une flèche, ou je vais poser une icône, ou je vais poser quoi que ce soit. Ça sera au milieu. Et du coup, il sera de telle couleur. Et vous pouvez faire quasiment du copier-coller entre ce que vous avez fait en design et ce que vous avez fait en développement. Et de surcroît, on va voir un des outils qui notamment fait du SaaS de l'application et qui est très complet, qui a un système d'export de maquettes depuis Figma vers l'outil en question. Et vous pouvez gagner beaucoup de temps en faisant ça, où vous avez tout votre front-end, toute la partie visible, physique sur la scène, sur le devant, qui est déjà faite. Et qui du coup vous fait gagner un temps fou, fait gagner un temps fou aux développeurs. Alors, il faut que ce soit bien fait, renseignez-vous avant sur la méthode, ce genre de choses. Mais sachez que depuis cet outil-là, de surcroît, en fait, vous avez plein de moyens de
exporter vos maquettes et de les transformer en front-end de votre no-code, de votre outil, etc. Donc, étape très importante, étape à pas forcément négliger, et étape à laquelle vous pouvez vous arrêter si jamais le développement en lui-même ne vous intéresse pas, que vous voulez justement faire en sorte que le dev aille plus vite, le dev soit fait sans aucune erreur, entre gros guillemets, parce que vous allez patauger, vous allez faire des conneries au début, c'est normal, mais du coup, si vous voulez externaliser le développement, si vous voulez garder la main malgré tout sur toute l'idée, sur tout le concept, etc., vous pouvez vous arrêter là, parce qu'après, un développeur, il n'a plus qu'à recopier. Et si vous lui expliquez un petit peu, quand tu cliques là, il se passe ça, et du coup, mon architecture de base de données, elle est comme ça, donc c'est un point ici, 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 ça marche. Et donc, comme je vous le disais, pardon, la dernière étape, c'est de mettre au propre votre architecture de base de données. Donc là, on va prendre un exemple assez simple. On a un système de gestion de salle de cinéma, on va dire. Donc là, on a les salariés de l'entreprise, qui ont un nom, on s'en fout pourquoi ils ont mis un genre, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, eux, ils vont vendre les tickets, on va dire, hein, je ne sais pas exactement ça, mais à la grosse, ils vont vendre des tickets qui vont servir pour des films qui seront vus par des utilisateurs et éventuellement mis en favori. Et donc là, vous avez un peu la connexion entre mes utilisateurs, ils ne sont pas reliés aux salariés, à aucun moment ils interagissent par le biais du ticket qui sont pour les films, qui sont pour les utilisateurs. Et donc, vous avez un peu cette logique-là que vous allez mettre en place. Et là, vous pouvez mettre n'importe quoi, que ce soit des jeux, que ce soit des questionnaires, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des réservations, ce genre de choses-là. Et donc, en posant tous ces éléments-là, vous pouvez le faire sur du Excel, Google Sheet. En fait, le plus simple pour vous, l'idée, c'est pas d'aller choper des outils, de vous former sur des outils qui vont vous prendre 3 semaines, 1 mois à comprendre, à appréhender et à bien utiliser, pour vous rendre compte que, au final, vous allez l'utiliser que pour ça, et que vous n'allez pas rechanger ça après. Surtout pour ça, en fait. C'est vraiment une étape où vous vous en foutez. Autant savoir faire des maquettes et des wireframes, ça peut vous servir pour tous vos projets technologiques. Autant c'est une méthodologie qui peut vous servir pour d'autres projets, même de design industriel ou quoi que ce soit. Posez au prof les choses de la manière la plus libre possible et avancer tranquillement vers un niveau de détail et de finesse plus grand. C'est une méthode qui est utile, c'est des outils qui sont utiles et c'est des outils qui peuvent vous donner une forme de liberté dans votre entreprise aussi, s'il faut tester des choses, aller rapidement, machin. Autant ça, concrètement, une fois que vous avez fait le dev, vous n'allez pas le réutiliser. C'est important à comprendre, mais vous ne faites pas chier à prendre des outils, s'il vous plaît, qui vont vous prendre 2 semaines de plus et qui, au final, n'ont absolument aucun intérêt. Si vous n'avez pas besoin de... Faites au plus simple, en fait. Concrètement, c'est ça. Tant que ça marche et que c'est facile pour vous, foncez. Il n'y a aucune raison de vous embêter plus que ça. Donc voilà. Donc là, l'idée, ça va être de poser toutes les briques de votre application. Et ça, en fait, vous pouvez le tirer de vos écrans. Là, par exemple, si on prend ça, on sait qu'on est sur une application concrètement de banque. On sait que dans ma banque, je vais avoir des activities, ce qu'eux appellent activities, c'est des activités sur votre compte. J'ai payé quelque chose, j'ai reçu un virement, etc. Donc, je vais des activities qui sont catégorisées dans des fournisseurs qui ont une date, qui ont un éventuel montant, qui peuvent avoir une catégorie, on ne sait pas, etc. Et donc ça va faire une petite table ici. Et dedans, j'ai un ID éventuellement. J'ai du coup un fournisseur qui du coup va devoir être une autre table qui se relie entre le fournisseur et mon activité. J'ai un montant, j'ai une date, j'ai une éventuelle catégorie, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc dans cette idée-là, en fait, de par votre design, de par ce que vous avez inscrit, vous allez pouvoir tisser tout doucement un peu la toile de votre base de données, essayer de la rendre la plus propre possible. Et on va le voir après, du coup, on va rentrer enfin dans le vif du sujet des outils, pourquoi, comment, lesquels, comment je me forme, machin. Vous allez voir que entre ça et ça, c'est exactement ce que vous allez refaire sur l'outil de no-code, avec, comme je vous le disais, le pont au milieu sur quand je clique là, j'ai envie d'aller taper dans le crew member et de changer le genre de machin. Comment je le fais? C'est quoi le pont au milieu, quoi, en fait? Mais là, vous avez déjà une belle idée de tout ça. Et encore une fois, si vous voulez vous arrêter ici et déléguer le no-code à quelqu'un, vous pouvez et vous avez la main sur 99% de ce que le développeur va faire. Et donc, moins de chances que celui-ci prenne des libertés et des interprétations de ce que vous voulez lui dire. Ça, c'est très important. Et donc, en fait, vous avez le plus de poigne sur le projet et c'est le plus respecté. C'est respecter le mieux possible, en fait, tout simplement. Du coup, les outils.
On va passer sur les outils. Moi, je vais vous en présenter deux gros que vous connaissez peut-être, mais on va voir ensemble pourquoi, comment, les limites, etc. Là, encore une fois, on rentre dans le vif du sujet, donc je pense que c'est là où vous aurez le plus de questions. Autant ce qui se fait avant, vous l'avez peut-être déjà vu. J'espère que je n'ai pas fait chier tout le monde en vous répétant des choses que vous connaissez déjà. Mais je voulais vraiment mettre l'accent sur les outils importants, les étapes importantes et les éventuels outils qui peuvent vous permettre de résoudre ces étapes et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes. Et là, on va vraiment revoir pourquoi c'est important. Déjà, le no-code, c'est quoi? Le no-code, c'est des outils qui peuvent vous permettre à vous aujourd'hui de réaliser des projets techniques, que ce soit un site web, un site e-commerce, une application, une plateforme, un SaaS, un logiciel, ce que vous voulez, sans utiliser de code, sans utiliser de langage de développement à proprement parler. Vous n'allez pas apprendre à ce que c'est que du Ruby, du Python, ce genre de noms alambiqués qui ont l'air jolis comme ça, mais qui, une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est un peu moins rigolo, en tout cas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'idée, c'est d'utiliser votre temps le plus intelligemment possible et de répéter des étapes qui ont déjà été faites et de vous demander le minimum de formation pour réaliser le maximum de choses. On a des outils qui s'appellent aussi de low code, donc peu de code, littéralement. Ces outils-là, c'est à peu près la même chose que le no-code, sauf que généralement, vous avez de la liberté en plus, vous avez plein d'éléments en plus, sauf que vous devez apprendre un minimum de code en question. Là, ce que je vais vous proposer, les choses les plus complexes que vous pourrez faire, c'est des choses que vous pourrez trouver sur un tuto sur Internet et appréhender les choses seules. Le seul point en fait qui peut vous faire changer ou vous faire externaliser cet outil-là, c'est le manque de temps. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tout seul, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'autres choses à gérer, que ça va vous demander minimum un minimum d'investissement mental pour vous former et de temps littéral parce qu'il faut vous former et il faut aussi faire la chose. Et vous allez faire des erreurs et que ça risque d'être un peu frustrant au début, mais vous allez progresser et apprendre plein de choses. Quoi qu'il en soit, le no-code, c'est ça, c'est des outils qui vous permettent de vous exempter d'une syntaxe de développement pour réaliser le plus de choses possible. Donc aujourd'hui, on va avoir deux outils. Le premier, on va passer c'est pour du développement mobile. Le premier s'appelle Adalo. Celui-ci vous permet de vous faire des applications mobiles Android et iOS natives sur la même interface. Dans le sens où, si aujourd'hui vous voulez développer une application, il faut c'est deux langages différents pour la développer sur Android, pour qu'elle soit sur le Google Store, comment il s'appelle, le Play Store, et sur iOS pour que ça soit mis en place sur le iOS Store. Quoi qu'il en soit, en fait, pour que vous puissiez utiliser ces applications sur les deux systèmes d'exploitation des téléphones qu'on connaît aujourd'hui, les deux plus gros, pas développés pour Windows, je suppose, vous avez, en fait, il faut faire deux codes différents. C'est pas les mêmes langages, c'est pas les mêmes syntaxes, et il y a des restrictions qui sont chez l'un, pas chez l'autre. Il faut parler différemment à l'un et à l'autre, etc. Aujourd'hui, en fait, ça vous permet, avec ce genre d'outil-là, d'une part de le faire en no-code, et d'autre part de le faire qu'une seule fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir des éléments qui vont faire ci, qui vont faire ça, etc. Vous jouez avec les restrictions que chacun va vous demander, mais l'outil est fait de manière à ce que vous puissiez faire le plus de choses possible et vous présente globalement pas les choses qui sont très restrictives que l'un va accepter et que l'autre ne va pas accepter. Donc, ces applications qui sont natives de surcroît, en fait, on va avoir deux types d'applications. Les applications qu'on va appeler les web apps, qui sont concrètement un site web mis au format mobile uniquement et compacté pour être affiché sur une pseudo-application, un peu comme un lien sur un site web si vous voulez. Et en fait, vous naviguez plus sur Internet que vous ne lancez une application directement. Et donc là, ce qui est la différence entre une web app et une application du coup native, c'est que vous avez des fonctionnalités comme la caméra, comme le micro, des fonctionnalités qui sont natives au téléphone que vous ne pourrez pas utiliser avec une web app. Donc là, en fait, vous avez un outil qui vous permet d'exploiter le plus pleinement les possibilités du téléphone, les possibilités d'utilisation d'une application. C'est des applications qui peuvent se faire avec ou sans base de données. Donc là, on l'a vu un petit peu avant, mais vous l'avez déjà préparé si vous en avez besoin d'une. Généralement, si vous avez une application avec des gens qui utilisent l'application, donc des utilisateurs, donc des clients assez largement, donc vous avez besoin d'une base de données. Mais vous pouvez aussi en faire une sans, où vous avez quelque chose de très statique. Je suis un restaurant, je veux mettre ma carte dessus et je veux que les gens y cliquent dessus. Vous pourriez faire un site web, mais vous pouvez aussi en faire une application.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez avoir une base de données, un moyen de stockage de vos informations et de l'application, de toutes les interactions qui vont se passer dessus, qui soient internes ou externes. Et cette base de données, qu'elle soit interne ou externe, elle peut être connectée à plein d'autres outils qui sont externes à Adalo. Ça peut être du dashboard, ça peut être du système de newsletter, ça peut être un système de SMS, ça peut être un système de marketing, ça peut être un CRM pour scorer vos clients, ça peut être plein de choses. Quoi qu'il en soit, en fait, vous avez avec cet outil-là une très bonne base pour faire énormément de choses. Les limitations, selon moi, sont principalement liées à la base de données interne qui n'est pas incroyable. Si vous tapez dans les 1000, 2000 utilisateurs et que vous avez quand même pas mal d'infos qui circulent, ça risque de saturer. Mais libre à vous de commencer là-dessus et de faire une migration sur une autre base de données après et d'évoluer comme ça. Et la deuxième, ça serait tout ce qui va être relatif à, pas l'ergonomie, mais du coup au design pur, à l'esthétisme de l'application. Il va y avoir certaines difficultés et aussi à l'animation en fait. Vous êtes limité dans les animations que vous pouvez proposer, contrairement à d'autres outils comme Webflow pour la partie web, qu'un système d'animation intégré. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une très très bonne base pour faire un MVP++. C'est-à-dire que vous pouvez quand même capitaliser là-dessus pendant un bon bout de temps. Et si pour vous, l'animation d'un écran à un autre, la micro-interaction de machin, de trucs, c'est ce qui fait qu'une application passe de utilisable et sympa à incroyable et machin. Si c'est pas important pour vous, ne serait-ce qu'au début, et ça ne doit pas l'être parce que la fanfreluche, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait que votre projet est intéressant et qui va se faire vendre, qui va se vendre, pardon. Du coup, j'aurais que tendance à vous recommander même de passer par ce genre d'outil pour vous focaliser sur l'essentiel, quitte à changer après. Autre point intéressant, c'est que vous pouvez faire de l'export de code sur Adalo et vous pouvez capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Vous pouvez reprendre ça et vous dire, OK, demain, je passe sur un autre outil, je fais un développement en propre, je passe sur plein de choses. Donc, en fait, c'est le meilleur pied à l'étrier que vous pouvez mettre. C'est le meilleur début que vous pouvez avoir. Le fonctionnement, c'est ce qu'on va appeler un système de drag and drop. Je prends et je dépose. Ça, concrètement, en fait, c'est le système de base pour les éléments de no-code. Si vous avez déjà utilisé Wix, par exemple, c'est du no-code et il faut vous imaginer que vous faites la même chose pour des softwares et pour éventuellement une application. Et donc, avec des connecteurs logiques, en fait, c'est je prends, je dépose, et qu'est-ce qui se passe entre quand je clique sur un bouton, etc. Donc ça, c'est le lien, etc. Et la fameuse base de données qui est interne ou externe. Interne à l'outil, j'ai rien besoin de faire, elle est déjà là, j'ai mon petit tableur Excel interne où j'ai des utilisateurs qui ont un prénom, un email, etc. Et j'ai toutes les autres choses. Et du coup, vous avez, avec les connecteurs logiques, vous allez dire, je clique sur le bouton que j'ai drag and drop, qu'est-ce qui se passe dans ma base de données et comment ça interfère sur un autre élément visuel de l'application, par exemple. Comment se former? Là, vous avez... Est-ce que c'est bon ça? On va faire ça comme ça. Vous avez sur Adalo, dans un premier temps, ce lien-là, qui vous permet d'appréhender de manière assez rapide tous les éléments du no-code, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je crée une liste et qu'est-ce que je fais quand je veux ajouter une liste, travailler avec des bases de données, designer la base de données. Vous voyez, il y a quand même deux gros pavés là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un formulaire et que du coup, j'ai des éléments qui vont interagir avec la dite base de données et du coup, les listes en question. Qu'est-ce qui se passe quand je veux changer la visibilité d'un élément? C'est important parce que c'est ce qui va se faire principalement quand j'affiche ou pas quelque chose, je tape dans la base de données ou pas. C'est les deux plus grosses interactions que vous allez avoir. Vous allez faire un mini tuto sur comment est-ce qu'on fait un chat, les paiements éventuellement, comment est-ce qu'on fait des formules mathématiques un peu plus complexes. Mais avec ça, en fait, vous avez quand même beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez d'autres éléments. Créer un clone de Meetup, par exemple. Créer une appli touristique, enfin, pour les guides touristiques, etc., etc. Et donc là, dans l'idée, vous appréhendez 80% de ce que vous devez comprendre. Et ensuite, vous allez sur des tutoriels un petit peu plus spécifiques, notamment sur YouTube ou éventuellement cela, si ça répond, ça correspond un peu à votre projet. Et vous pouvez commencer à vous former tranquillement. Et ensuite, sur la partie test, en gros, concrètement, Adalo, ça ressemble à ça. Je vais partir sur un jeu.
En fait, là, vous allez voir déjà d'une part, ça qui fait comme ça, les écrans. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, je vais reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus, mais sur les maquettes, ça ressemble à ça. Et sur le développement, on est quand même sur la même chose en fait. J'ai des écrans. Qu'est-ce qu'on met dessus? Là, j'ai du texte. Là, j'ai un formulaire. Là, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce formulaire-là, etc. Et donc, en fait, vous allez prendre des blocs. Tiens, je veux créer un nouvel écran. Créer son écran. Je vais l'appeler test, on s'en fout. Voilà, mon écran, il est ici. On va le ramener un peu avec les autres. Et dans l'idée, qu'est-ce que je mets dans cet écran-là? Ok, tiens, typiquement, moi, je sais que j'ai besoin d'une image en haut, par exemple. J'ai envie que cette image elle soit centrée, par exemple. Voilà, blablabla. Ensuite, toujours dans cet élément-là, j'ai envie que j'ai un peu de texte en dessous, pour X ou Y raison. Une fois que j'ai mis ça, je veux qu'il y ait un bouton en dessous. Et une fois que j'ai mis ça, je veux qu'il y ait, j'en ai aucune idée, euh, mon menu. Donc là, vous créez votre écran, tout doucement. Vous modifiez votre menu éventuellement. Qu'est-ce qui se passe en première table? Bah, c'est la home. OK, mais qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ça? Bah, je veux que tu me ramènes vers la home. Lien vers la home. Et là, en plus de tout ça, y avoir tous ces éléments-là, vous avez le lien qui vient se créer et vous savez exactement ce qui se passe. Et donc, en fait, ça revient à littéralement faire comme des maquettes. C'est juste que l'étape de plus, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Home. Et ben, je vais là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton? Click Action. Et ben, j'ai envie que quand ce bouton soit fait, ça me crée une nouvelle catégorie d'activité dont le nom est. Et là, on va essayer de rentrer un peu plus dans des choses logiques, par exemple. Euh, dont le nom est, par exemple, nom catégorie, dont le nom est, ok, dont le nom est ça. Bon, je vais récupérer le nom que la personne a écrit et je change ça et ça crée une nouvelle catégorie dans ma base de données. Et donc là, vous avez vraiment l'aspect très, je prends, je dépose, j'indique la connexion entre cet élément-là et tout ce qui peut être sur l'écran ou d'autres choses, et la fameuse base de données. Et donc là, vous allez le voir, en fait, si on va créer, là, on crée nos onglets comme sur Excel, et on dit, bah, mon utilisateur, il a un email, un prénom et un nom, et un mot de passe. Un prénom et un nom et un mot de passe. Une photo de profil, un numéro de téléphone. On doit vérifier le fait que c'est un administrateur ou un client, parce que j'ai deux types d'utilisateurs, visiblement. Il a des notes, qui sont du coup, visiblement, un autre élément. Et en plus de ça, il a des assignments, donc des devoirs, on va dire, des choses à faire. Et donc concrètement, on va construire l'application comme ça. Et ensuite, ça va nous générer un petit tableau Excel comme ça, en fait, tout simplement. J'ai mon onglet utilisateur, j'ai mon en-tête de colonne, email, prénom, blablabla, blablabla. Et je viens et soit je le remplis à la main parce qu'il y a une utilité de le remplir à la main, soit ça vient se remplir en fonction des informations qui sont intégrées ici. Et donc là, par exemple, je peux créer une nouvelle catégorie d'activité via ce bouton-là. Et ça viendra s'intégrer ici. Pouf, 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 pouf. Et donc, c'est comme ça que vous avez l'interaction entre le visuel, front-end, et le back-end. C'est avec ces petits éléments de qu'est-ce qui se passe quand je clique là. Est-ce que j'ai une image? Oui, non. Est-ce que j'ai une activité? Oui, non, etc. Et donc, c'est comme ça que vous allez construire l'application. Et c'est de manière extrêmement tout ça, extrêmement visuel. Je prends, je glisse, je dépose. Qu'est-ce qui se passe entre cet élément-là et cet élément-là? Ça se fait ici et terminé. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus de détails. Et concrètement, c'est comme ça que vous allez construire vos applis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Display settings, etc. Les accès de l'application, on s'en fout. Vous avez la possibilité de publier sur les stores de manière assez simple. Là, vous avez la possibilité en Progressive Web App, les fameuses, euh, ou la version Android et iOS. Donc là, concrètement, l'idée, c'est que
Il va falloir publier depuis cette interface-là, pardon, publier sur Android, sur iOS et récupérer des comptes chez eux, etc. Mais vous êtes quand même très bien guidé sur le processus à faire, sur les éléments à intégrer, à envoyer. Et ensuite, vous avez un peu d'analytics ici, qui n'est pas forcément utile parce que typiquement, donc ça vous donne des premières insights, mais parce que typiquement sur les stores de Android et d'iOS, pardon, vous avez tout un tas de données sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, ou quel type de téléphone, quel bug, pourquoi, machin. Et donc, ça vous permet d'itérer facilement. Si jamais vous le faites développer par quelqu'un et que vous voulez changer la couleur d'un bouton, bah, vous le faites comme ça. Lui, c'est plus bleu là, c'est celui-là. L'icône, c'est plus ça, c'est ça. Et terminé. Et en fait, de ça, vous créez votre appli assez simplement. Et vous n'avez pas forcément besoin de connaître de code ou quoi que ce soit. Après, il y a des choses plus compliquées. Il y a des éléments qui vont faire que custom action. Vous pouvez faire des custom action avec des systèmes d'API. C'est donc la connexion. Une API, en fait, c'est simplement un pont entre votre application et sa base de données, les clients, etc. Là, on a vu les tâches, les types de catégories, et une autre application qui pourrait interagir avec ça. Par exemple, ça peut être un système pour envoyer des emails de newsletter, chose que ne prend pas en compte Adalo de base, mais qui du coup peut être fait par le système de pont API entre votre application et une autre. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à vous recommander très chaudement, spoiler, très chaudement Adalo parce que sur la partie mobile, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous en avez qui sont beaucoup plus chers et qui font beaucoup moins de choses, donc on ne met pas forcément dans ce panneau-là. C'est de surcroît un outil qui est déjà un petit peu plus, qui a déjà quelques temps, qui a déjà 3-4 ans. Donc l'outil est pérenne, il ne va pas disparaître demain. Vous n'investissez pas 6 mois de votre vie dans un outil qui demain peut disparaître. Et il est très complet et vous pouvez capitaliser dessus et vous pouvez mettre une autre base de données et donc vous pouvez avoir quand même beaucoup de clients dessus. Donc en fait, concrètement, c'est une excellente base. Vous avez pas de frein littéral au fait de le faire. Le seul frein, ça serait vraiment, je suis extrêmement fort en code et je développe plus vite que ce que je ne pourrais le faire comme ça. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que globalement, le code ne vous parle pas forcément et qu'il vous faut plutôt un moyen alternatif. Donc, foncez. Le deuxième, qui n'est pas 50 € par mois, qui est un peu moins cher, même s'ils ont monté les prix, je crois qu'il est à 35, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ce deuxième outil, qui est Bubble, va plutôt être recommandé pour des outils SaaS, web app, et éventuellement, enfin, tout ce qui va être relatif à des plateformes, tout ce qui va être relatif à je veux refaire Amazon, Facebook, Uber, Airbnb, Fiverr, etc. Toutes ces choses-là, tous les SaaS de manière générale, tout ce qui va être utilisé sur un PC, en fait. Pour tout ce qui va être utilisé PC, j'aurais plutôt tendance à vous recommander Bubble. Tout ce qui est utilisé mobile, Adalo. Si jamais vous avez besoin d'avoir un vrai truc PC et une petite application mobile parce qu'il faut que mes clients puissent checker un petit dashboard ou des informations sur le téléphone ou via une appli, vous pouvez plutôt passer sur Bubble parce que, en fait, il faut prioriser la partie la plus importante de votre projet si vous avez besoin de faire les deux. Si aujourd'hui, la partie la plus importante, c'est une application native très propre et un petit dashboard, un tableau de bord ou une connerie sur PC, passez par Adalo. Si à contrario, c'est la partie PC qui vous intéresse plus et il vous faut une petite application mobile, passez par Bubble. Mais si vous en faut qu'un des deux, Bubble c'est PC, Adalo c'est mobile. Quoi qu'il en soit, quel projet, vous pouvez tout faire avec Bubble. Concrètement, il n'y a absolument aucune limite. Que vous souhaitiez faire de la crypto, comme vous souhaitiez faire une petite plateforme, un site web, même vous pourriez le faire. Ça n'aurait pas de sens, mais c'est possible. Le fonctionnement, drag and drop, connecteur logique, base de données interne ou externe. Même fonctionnement. Je prends, je glisse, je dépose, je clique sur le bouton, ça m'emmène où et ça a quel impact dans ma base de données. Front-end, back-end, connexion entre les deux. Donc, encore une fois, intérêt de faire des maquettes propres, de faire une base de données, un schéma de base de données très propre, et d'avancer, de faire des connexions autour de tout ça. Comment se former? L'idée, encore une fois, sur le comment se former, c'est que vous soyez autonome là-dessus. Si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, externalisez-le. Mais si vous avez du temps et que vous voulez vous former, vous avez besoin de personne avec ces outils-là. Vous pouvez tout faire tout seul. Donc, on a, d'une part, la chaîne de coaching NoCodeApp, qui est une nana super, qui fait des tutoriels incroyables, extrêmement compréhensibles, très bonne ergonomie, simple. Et elle a surtout fait, en fait, des tutoriels, sur
énormément de choses, sur énormément de sujets, sur énormément de types d'applications, des éléments beaucoup plus spécifiques, comment faire en sorte que tel type d'API fasse machin. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de vous former complètement. Seule chose un peu chiante, c'est que c'est effectivement euh, en anglais et je veux voir si vous avez des sous-titres génératoirement. Bon, voilà, bon, en plus c'est en anglais. Bon bref, quoi qu'il en soit, c'est anglophone, donc c'est un peu le seul frein. Mais si vous êtes OK avec l'anglais ou que vous comprenez, vous avez les tutos, vous avez concrètement le tutoriel aussi qui s'affiche, vous avez un peu tout ça. Vous avez le forum de Bubble, vous n'êtes pas tout seul en fait, ce n'est absolument pas le bon lien. Le forum de bubble.io qui est très fourni, toutes les questions ont déjà été posées, les tutoriels sont, enfin les moyens de résoudre les problèmes sont généralement assez bien mis, assez bien expliqués. Les gens prennent le temps de le faire et c'est une grande communauté où si vous avez un problème, vous, qui n'a pas été traité, les gens vont venir vous aider ou à minima essayer de comprendre pourquoi, comment, etc. Voire même parfois, vous avez l'équipe de Bubble qui passe et qui vient vous dire, OK, ça c'est normal, c'est parce que ci, c'est parce que ça, essayez de faire ci, ça pour résoudre. OK, ça marche, tant mieux, au revoir. Vous avez un SAV aussi. Et en fait, vous avez des exercices de mise en pratique également. Où Bubble, au début, va vous guider sur l'interface comment est-ce que vous pouvez traiter une base de données. En fait, tout ce qu'on a vu sur un peu les tutoriels d'Adalo, qui sont là, vous avez la même chose pour Bubble en plus complet et avec directement une IA qui vient, enfin une IA qui vient vous corriger et vous dites, eh ben, tiens, ce bouton-là, je le pose là et quand je clique dessus, il fait ça. OK, non, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était autre chose. Et l'application vient vous pointer du doigt, ça, c'est pas, ça, c'est une erreur, ça marchera pas, pourquoi, comment. Et donc, en fait, vous êtes tenu par la main de bout en bout sur votre projet, entre le SAV, entre le forum, entre les exercices et entre les tutos. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre projet, pour être indépendant, autonome, pour ne pas dépendre d'un développeur, ou à minima, en tout cas, pour comprendre ces grandes étapes-là, si jamais vous ne voulez pas le faire vous-même, encore une fois. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, typiquement, AdBubble, pardon, c'est ça. Donc là, on a une application, on a un site web et une application qui est derrière. Donc encore une fois, vous pouvez faire les deux. Et on a une interface qui se présente comme ça. Donc de manière assez générale, on a une partie visuelle. Je prends, je glisse et je dépose. J'ai fait mon bouton. Je prends, je glisse, je dépose. J'ai fait mon texte. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Une input. Voilà, je dépose. Et là, j'ai un peu la même chose que ce que j'avais sur, sur Adalo. Sauf qu'en plus, du coup, voilà, là, on s'en fout que je le dessous, on s'en fout. Blablabla. On peut dire que ce texte-là, il a une classe à lui tout seul, c'est du blanc, parce qu'on le voit mieux, etc., etc. Et en fait, vous allez construire votre application comme ça. Là, vous avez des sections et vous pouvez dire que. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils font comme ça. Oui. Et votre site, bah, finalement, il fait pas. Il est plus grand et qu'on veut créer. Hop. Comme ça, on a de la place. Voilà, là, on dit qu'on a tous ces éléments-là. Il dit, bah, moi, je veux créer une nouvelle section sur mon site qui fasse toute la taille, etc. Et dans cette section-là, j'ai envie qu'il y ait des éléments de texte, qui est dans ce texte-là, j'écris ça, les boutons, etc. Donc, vous construisez votre application comme ça, vous avez la partie visuelle, je prends, je glisse, je dépose, drag and drop. Ensuite, on a le qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton. On va plutôt prendre celui du dessus, qui a plus de sens. Tu t'appelles comment, toi? Input A. OK. Donc, on va aller là, on va dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton-là et qui va repartir sur la base de données? C'est ce qu'on appelle le workflow. Et là, vous l'avez même de manière très visuelle, c'est je design, j'ai un lien et ça impacte une base de données. Et après, je peux styler les choses et je peux ajouter des choses et machin, etc. C'est quand même assez simple, assez explicite. Mais quoi qu'il en soit, vous avez votre bouton B, qui va interagir avec input A. Je clique dessus et donc là, vous avez les liens entre les différents éléments. Qu'est-ce qui se passe quand la page est en train de charger? Ce qui se passe comme machin, comme truc, comme Dieu. Je clique dessus et je dis, bah tiens, bah, en fait, quand je clique sur ce bouton-là, ça va changer l'utilisateur
credentials. Ok. Data, next to thing. Là, on va changer le current utilisateur et son prénom, ça va être ce qu'il y aura écrit dans l'input A. Et c'est tout. Et donc, en fait, en construisant ça, vous faites le lien entre ça et du coup, le prénom de l'utilisateur. Donc là, c'est un peu comme sur Adalo. On va avoir donc, nos petits onglets Excel, pareil ici. Onglet Excel 1, j'ai des icônes, j'ai des machins, j'ai des utilisateurs avec un nom, notification, permission, etc. etc. J'ai un petit onglet Excel et j'ai du coup mon tableau Excel ici. Même fonctionnement, utilisateur 1, tac, tac, email. Alors Adalo est un peu plus sexy, Adalo est un peu plus simple, mais ils sont en train de refondre le moteur graphique de Bubble, ils sont en train de refondre le design. Vous aurez un truc un peu plus sexy d'ici quelques temps. Nous aurons un petit peu plus sexy d'ici quelques temps. Mais voilà, même fonctionnement, même logique. Je prends, je glisse, je dépose, je fais un lien au milieu et j'ai une répercussion sur mon petit tableau Excel avec mes onglets et mon tableau littéral, tout simplement. Et donc, en fait, concrètement, encore une fois, j'ai fait mes maquettes, ça c'est facile à faire. J'ai fait mes éléments, c'est facile à faire. Point que je n'ai pas forcément montré, mais sur Adalo, vous pouvez bien évidemment tester votre application. Je crée un compte client, j'ai mes éléments, blablabla, etc., etc. Vous pouvez tester, envoyer ce lien-là et le faire tester par d'autres gens. Je disparais de la caméra, pardon. Et c'est pareil pour Bubble, en fait. C'est que vous avez un lien de preview, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, le faire tester par quelqu'un, ou faire vos tests à vous pour voir ça marche pas. Vous avez ce qu'on appelle un debugger aussi. Vous pouvez dire, ah, tiens, pages load. Donc là, on a une action qui se passe quand la page est sauvegardée. Et là, vous avez les petites briques qu'on a vues tout à l'heure. Il se passe ça, ensuite, ok, ça s'est bien passé, ok, ça s'est bien passé, etc., etc. Et vous voyez les éléments qui s'affichent en même temps. Voilà. Et vous pouvez tester, blablabla, blablabla. Là, vous voyez qu'il y a une action qui est en train de se passer. Et simplement, en fait, vous construisez l'appli comme ça. Je crois qu'il y a moyen de faire un login. Du coup, il y a un truc en trop. Je m'en fous. Pas utilisateur. Je s'en fout, non? Des mots. Ok, bon, on s'en passe. Quoi qu'il en soit, vous avez donc cette partie-là, et vous avez une partie un petit peu plus relative à l'application elle-même. Je veux créer un projet. Du coup, quand il se passe ça, je clique là, puis le projet, je l'appelle machin. Je fais save. Mon projet est sauvegardé. Mon projet atterrit je ne sais où. Du coup, je ne suis pas connecté, donc forcément, il est en état. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez la création de l'application qui se fait comme ça. Vous avez possibilité de rajouter des plugins, donc il vous faut des éléments, etc. Le nombre de plugins sur Bubble est effarant, il y en a énormément. On peut faire plein de choses. Vous avez la possibilité d'avoir plein de systèmes d'API, très complexes ou très simples, qui vous permettent en gros de faire le pont entre votre application mobile et d'autres outils. Donc vous n'êtes jamais bridé. Vous pouvez faire un export de code, vous pouvez capitaliser pour repartir sur autre chose. La limite, au même titre que Adalo, c'est la base de données interne qui est pas très limitée, mais qui reste assez limitée en fonction des projets que vous avez. Si vous faites de l'utilisation de masse, vous devez avoir 5000 utilisateurs pour que ça tourne, peut-être commencer dès le début à vous poser sur une base de données externe, un truc qui soit un peu plus solide, un peu plus pérenne éventuellement aussi. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire styler vos boutons à l'avance, tout ce qui est settings, SEO, les fameux ponts d'API, des collaborateurs qui utilisent l'application, le domaine, des trucs un peu plus génériques. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez des logs. Au même titre que Adalo, vous aurez la possibilité d'avoir des versions un peu plus poussées comment dire, de ces statistiques-là avec d'autres outils que vous allez connecter. Mais concrètement, vous avez des basiques aussi. Et tout ce qui peut être relatif à un éventuel template, parce que vous avez également des templates sur Bubble, qui vous permettent d'avoir une base d'un projet, si vous avez des projets assez classiques, entre guillemets, vous aurez largement quoi vous débrouiller avec. Là, avec ces deux outils-là, en fait, on va couvrir 99% des projets sur l'Internet, hors site web, hors éléments comme ça. Et on pourra faire un point là-dessus si vous voulez après. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de faire quand même beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est des outils qui prennent du temps à être appréhendés et vous n'en avez pas forcément besoin.
Je vais démonter un peu tout ce que je viens de dire. C'est que je vous l'ai dit aussi au début, mais concrètement, vous n'avez pas besoin de ces outils-là forcément. Et si vous n'en avez pas besoin, c'est encore mieux parce que c'est d'autant plus simple. Et l'idée aujourd'hui, c'est que vous avez des outils qui vous permettent de faire des choses assez précises, mais qui du coup, éventuellement, peuvent vous permettre de faire votre prototype en 2 jours, de valider vos clients en une semaine, et éventuellement de partir sur un Bubble ou un Adalo, parce que ça fait sens après. Mais seulement si et seulement si ça fait sens, parce que vos clients vous ont déjà plus ou moins avancé que moi, le truc que tu as bricolé avec Cheat to Site, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Ou le truc que tu as bricolé avec Glide, pareil. Quoi qu'il en soit, les outils, je vais vous présenter rapidement. Donc, on a Cheat to Site qui vous permet de transformer un Google Sheet, donc un Excel Google, en site web. Parfois, en fait, vous avez besoin juste de présenter une base de données à des clients de manière un peu stylisée. Et cette valeur ajoutée que vous allez apporter à vos clients, c'est la base de données en elle-même, mais ce n'est pas une interaction compliquée. Et donc, vous n'avez pas besoin de Bubble. Et donc, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Et donc, pourquoi ne pas passer par un cheat to site qui, en 20 minutes, vous fait transforme votre Excel en un site web. Vous avez la même chose avec Glide, qui vient faire de la proposition d'application, mais sans base de données. Donc, c'est beaucoup plus limité que Adalo. Mais c'est l'équivalent en fait de Click-to-Site avec une application mobile. Vous avez Calendly qui vous permet de faire de la prise de rendez-vous avec paiement intégré. Concrètement, l'idée c'est que moi comment dire, j'utilise moi sur mon site web pour prendre des rendez-vous clients, ce genre de choses. Mais en fait, libre à vous d'utiliser intelligemment et de vous dire, moi je fais du consulting. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que mes clients ils prennent des rendez-vous dans mon agenda et qu'ils me payent dès le début. Je ne vais pas faire un site web, en fait, je vais envoyer mon Calendly directement à mes clients et j'ai mon prototype qui est fait en 20 minutes. Je ne passe pas un mois à faire un site web, je ne passe pas un mois à faire ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment cette démarche-là qu'il faudra avoir avec ces outils-là. Il y en a pléthore d'autres. C'est tellement spécifique qu'en fait, vous pourriez trouver des outils sur des calculateurs, sur plein de choses. Mais il faut que vous trouviez l'outil qui réponde à votre besoin pile poil. Et si ce n'est pas le cas, il faudra effectivement le faire. Ou en tout cas, si vous avez validé qu'avec ce petit outil un peu pile poil, je peux aller plus loin parce que mes clients sont prêts à payer. Étape 2, c'est ça, concrètement. Vous avez Landbot qui permet de faire de la création de chatbot en code, Comet Chat qui fait de la partie chat écrit, audio et vidéo. Donc, si vous avez besoin de faire une application qui fait du visio avec des groupes et des machins, je vais faire un mini WhatsApp. Comet Chat, c'est très bien, va très vite et ils ont des applications en marque blanche. Vous avez VoiceFlow qui fait de la création d'applications audio, etc. Donc, au-delà de tous ces outils-là en précis, encore une fois, l'idée, c'est trouver un outil bricolage, valider ça avec des clients. Et si vos clients payent votre bricolage, ils sont très contents de payer votre prototype et ils seront très contents de payer votre produit final aussi. Et je crois qu'on arrive à la fin tranquillement. Là, on a vu des outils pour faire plein de choses. On a vu des méthodes pour faire ces éléments-là, avant, après, comment vous former, etc. Donc là, globalement, vous êtes autonome pour la création et réalisation de vos projets. Mais maintenant, ce que j'aimerais entendre, c'est savoir si vous avez des questions qui sont relatives éventuellement très précisément à votre projet ou des éléments que vous n'avez pas forcément compris ou des points sur lesquels vous voulez revenir ou des points sur lesquels vous voulez que je passe un peu plus de temps ou que j'ajoute sur le site web, par exemple. Je vous écoute. Salut Clément, ouais, j'ai une petite question pour toi. Alors, est-ce que tu connaîtrais une solution qui permet aujourd'hui de créer en no-code la base d'une IA, une intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu veux faire derrière avec cette IA? C'est quoi ça? Il faut qu'on discute avec elle. J'aimerais qu'elle puisse en fait être comme une extension pour smartphone et PC. Et elle permettra de voilà, lire et voir les écrits qu'on voit sur les contenus web. Et en faisant ça, elle pourra donner accès à toutes les données du contenu qu'on est en train de visionner ou de lire. Est-ce que tu as, je sais pas si tu as compris un petit peu où je veux Non, en bien venir. sûr, c'est relatif à ce que tu disais au tout début, c'est ton projet, etc. La problématique avec ce que tu veux faire, c'est qu'il faut que tu scannes le texte de la page. Est-ce que tu as besoin d'une... Moi, ma question, c'est est-ce que tu as besoin d'une IA pour le faire? Est-ce que... C'est quoi la proposition de valeur que tu veux donner, toi? Donc, en fait, la proposition de valeur, c'est que cet outil qui vérifiera rapidement les sources de chaque contenu web, c'est que ça va rendre ce processus, le processus de fact-checking simple.
Tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que les journalistes et même nous, les internautes, toi comme moi, on a un problème, c'est que pour trouver toutes les sources d'un contenu, Hmm. c'est assez compliqué, tu vois. Et j'aimerais que l'intelligence artificielle puisse rendre ce process voilà, très, très simple, tu vois, et ça permettra de freiner la propagation des fausses rumeurs sur la toile. William, Ok. j'ai une question. En tant qu'utilisateur, en fait, ça se passe comment? En tant qu'utilisateur, en fait, tu activeras comment dire, l'extension sur ton téléphone ou sur ton PC. Et dès que tu seras en train de regarder une vidéo, de lire un texte lors de tes balades quotidiennes sur la toile, et que tu auras un doute sur ce que tu es en train de lire ou de voir, tu pourras demander une analyse qui te donnera accès à l'ensemble des données du contenu en question. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça te permettra, en fait, la proposition de valeur, c'est que ça te permettra de ne pas sortir du lien que tu es en train de voir. D'accord? Et ça te donnera vraiment accès à la totalité de ces sources. Voilà. Ok. Alors, en fait, toi, la réponse, en fait, la question que tu dois te poser, c'est ta proposition de valeur, c'est quoi? Ta proposition de valeur, c'est pas une IA. Ton IA, c'est un moyen de répondre à ça. Mais je sais pas si tu as déjà demandé aux gens comment est-ce qu'ils aimeraient que ça soit réglé ce problème-là. Je sais pas si tu as demandé aux gens, est-ce que c'est un problème pour eux? Et en fait, concrètement, je sais pas si tu as fait cette étape-là, les tests utilisateurs, où tu es parti demander aux gens aujourd'hui, est-ce que tu sais que l'IA, c'est la seule moyen et c'est la meilleure moyen de répondre à ce problème-là? Est-ce que c'est des utilisateurs potentiels qui te l'ont dit? Ou est-ce qu'à contrario, toi, tu t'imagines que c'est la réponse à la question parce que ce que tu veux faire, c'est super compliqué. Et moi, ce que je vais te dire, c'est pas forcément, fais pas forcément une IA. C'est peut-être il y a un autre moyen de le faire ou peut-être c'est juste en fonction du H1 de la page. Moi, je vais aller chercher des sources que j'ai classées comme fiables et je vais en lancer une recherche dessus. Et du coup, ça va afficher des sources différentes euh, de droite, de gauche, du milieu, de ce que tu veux ou pas, des trucs scientifiques, machin. Mais du coup, t'as pas forcément besoin d'une IA, tu peux juste avoir besoin d'un espèce de petit outil qui va juste aller chercher en fonction du H1, faire des recherches Internet, donner les 5 résultats les plus pertinents en fonction des sources que tu as classées fiables. Mais ça, c'est un taf de ouf parce que si tu fais ça sur Internet en entier, enfin, je ne sais pas si tu te rends compte du projet que tu veux lancer, comment techniquement c'est compliqué. Et du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux, oui, faire ce genre de. Tu as des outils qui peuvent te faire du dev de no code d'extension Internet, mais que pour PC au début. Pour faire et PC et mobile, ça va être beaucoup plus compliqué. Et de surcroît, la manière dont tu dois répondre à ce besoin-là, il faut la checker avant parce que ce que tu veux faire toi, tu peux partir sur 3 ans de dev ou moins si tu sais développer, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est extrêmement compliqué et j'espère que tu es sûr que c'est le seul moyen de répondre à la problématique que tu veux mettre en avant parce que sinon tu vas y passer des mois et des mois et potentiellement les gens vont te dire bah, je m'en fous en fait d'avoir une extension. Moi, je veux juste qu'on me balance les 5 sources les plus grosses, ce genre de choses. Et ça, tu peux le faire avec un petit script qui va taper le H1, donc le heading 1, le titre de la page, qui fait de recherche sur des sources préenregistrées en amont et qui, du coup, va nous balancer bah, tiens, ça c'est intéressant, pertinent pour ci, pour ça, pour ça. Ouais, c'est vrai que faut commencer petit avant d'essayer de voir grand, tu vois, pour pas tomber en fait. Et puis ouais, non, mais je suis en fait dans une phase d'idéation là, Ok, et je suis en train de questionner tous les clients potentiels. Et ce qui revient à chaque fois, c'est la complication à trouver beaucoup de sources pour les intégrer dans les articles. Donc les clients potentiels, c'est les journalistes, tu vois. ok. Puis voilà, là, donc je suis en train de travailler tout ça. Et Ah, ouais, les conseils, ils me seront profitables. Donc, OK, je vais essayer de voir comment je vais tourner le truc. OK. ok, j'ai une question du coup. Si ton client potentiel, c'est un journaliste, pourquoi est-ce que tu veux faire une extension web? Puisqu'en fait, les journalistes, ils travaillent sur le web beaucoup hein, pour remplir, pour faire des reportages, des documentaires, tout ça. Ils prennent leurs données surtout sur Internet. Et c'est ça, c'est ce travail qui est long, en fait. C'est ce travail qui est long à faire.
Pourquoi c'est pas une plateforme? Ok, alors moi j'ai une question. Pourquoi tu fais pas une petite plateforme, une connerie ou un moteur de recherche tout bête où je fais copier-coller d'un lien et t'as pas besoin de faire une extension en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ton prototype à toi, c'est un truc qui vérifie, qui va me donner 15 sources, 5 sources, 2 sources, une source, j'en sais rien, qui sont sûres euh, et qui vont vérifier le contenu que je suis en train de voir, de lire ou de quoi que ce soit. Et donc, c'est en fonction de mots-clés. Et en fait, tu donnes le titre de la page, tu lui balances et lui, il va te dire, OK, en fonction de ce titre-là, moi, j'ai ça sur Google qui est intéressant. Ouais. Mais du coup, il va falloir que tu indexes plein de choses et. En fait, le truc, c'est que ça serait pas mal d'orienter l'utilisateur vers la source la plus fiable, tu vois. On sait que Google met des notes, des scores de fiabilité pour dire, voilà, cette info, elle est fiable ou celle-ci ne l'est pas. Mais voilà, ce processus, il est un peu compliqué encore pour le moment. Mais là, je suis en train de creuser et je trouve de plus en plus de données et bientôt, ça va prendre forme et je vous tiendrai au courant. Très bien. Très bien. Mais encore une fois, moi, je pense qu'au-delà de la démarche de quel outil, de machin, le truc, c'est simplifier au maximum les choses. Et Ouais. oublie pas que tu es en train de construire un prototype et pas le produit fini. Mais juste un point, fais gaffe parce que Google n'a pas d'API et il protège très très fort, enfin, c'est impossible de craquer l'accès à ces sources-là. Enfin, Ah ouais, je vois tout à fait, ouais. Et avec ça, ouais, c'est pour ça que je vais en discuter avec un maximum de personnes pour avoir une ouais. vision panoramique du sujet. Ok, très bien. Mais oui, encore une fois, voilà, Merci. simplifie. C'est vraiment le conseil que je peux te donner, c'est simplifie. Et peut-être que tu trouveras un outil qui fera un truc beaucoup plus simple et que ça marchera tout aussi bien. Ouais, ouais, super, ouais, merci Clément. Je t'en Bien prie. vu. Ouais. Oui, moi j'aurais une autre question. Écoute. C'est par rapport à la conformité RGPD. Comment vous la validez avec vos plateformes? C'est au moment où on s'adresse à Adalo ou Bubble.io que l'on a la conformité ou que le site Alors, est considéré comme conforme? conformité en RGPD, ça, tout ce qui va sur RGPD, etc., sur Adalo, c'est lié au store Android, iOS. Tout ce qui est relatif à la conformité RGPD, etc., sur des plateformes comme ça, c'est comme un site web. Il va falloir que vous créez une page euh, RGPD, par exemple. Vous la créez. Et là, vous avez deux options. As, template, GPR, blablabla. Ah, je fais un sens espagnol maintenant. Blablabla. Et en fait, là, soit vous allez trouver un template, vous le copiez-collez, vous changez le nom avec le vôtre, soit vous appelez un avocat. Mais concrètement, côté plateforme, ça va se poser sur côté, pardon, application mobile, c'est géré là-dessus. Donc pareil, hein, vous allez avoir les mêmes choses à intégrer. Mais ici, du coup, c'est géré sur une page que vous créez, vous indiquez RGPD, mention légale, utilisation des données. D'accord. Mais en fait, c'est simplement un copier-coller d'un texte, mais qui vérifie en fait le côté, si jamais on a un contrôle, qui le vérifie en interne? Eux, si on passe par Adalo ou Bubble, en fait, est-ce qu'ils font eux-mêmes un contrôle RGPD? Non, eux, ils Like, vérifient rien du tout. Vous, en gros, quand vous arrivez chez eux, vous êtes on- garant de votre site web, de votre application. D'accord. Donc, en fait, il n'apporte aucune garantie. En fait, il ne contrôle pas de ce Ils peuvent côté-là. pas. Vous Ils ne imaginez, peuvent bah, pas. sinon, en fait, il y aurait une validation de votre application. Là, ils vous laissent libre de mettre ce que vous voulez. Vous voulez faire le site le plus dégueulasse du monde qui vient inspirer et donner tout le monde, etc. Ils ont des protections, etc. Donc, ils ne vous laisseront pas faire n'importe quoi. Mais tout ce qui est relatif à la traitement des données, vous en faites ce que vous voulez, hein. Une fois que vous avez D'accord. ces éléments-là, Mhm. le nom de vos personnes, là, de vos clients, vous pouvez les exporter, boum, et vous en faites ce que vous voulez. Et eux, ils ne peuvent pas contrôler ça. Donc concrètement, non, vous êtes garant de la bienséance sur votre plateforme. D'accord, ok. Et si je peux rajouter un mot, en passant par Adalo, moi j'ai fait appel ensuite à un expert RGPD qui m'a permis en fait de mettre en conformité l'application. D'accord. Après, vous demandez une certification, c'est ça. Une fois que c'est réalisé, on peut réaliser une certification auprès d'un organisme agréé. Si vous en avez besoin, oui.
Sinon, comme a dit Clément, la page RGPD, le fait que l'application, le site web soit conforme, ça peut suffire pour un prototype. D'accord, ok. Et j'ai également mon avocate qui veille à côté. Très bien entouré. D'accord. Clément, moi j'ai une question par rapport à ce que tu nous as montré sur Adalo tout à l'heure. Grosso modo, alors je sais que chaque projet est différent, on est bien d'accord, hein. Mais globalement, sur cette partie-là, si tu as l'habitude de le faire ou de l'avoir expérimenté ou d'autres l'ont expérimenté ou peu importe, par rapport à cette conception d'un écran, enfin d'un niveau comme celui qu'on voit là à l'écran, hein, typiquement, quand tu pars de zéro, il faut compter à peu près combien de temps de travail entre l'espace formation dont tu parlais tout à l'heure, en allant s'auto-former, etc. On dit qu'on part de vraiment niveau zéro et l'intégration est d'arriver à ce résultat-là. Alors, bien sûr, en ayant fait les étapes précédentes correctement, hein, je veux dire, on part du principe qu'on a bien fait nos maquettes papier, qu'on a bien fait nos wireframes, etc., etc. Mais cette partie intégration, appréhension de l'outil et déploiement, tu penses que c'est quoi? C'est du 3 mois, c'est du 6 mois, c'est du 3 semaines, Tu veux faire quoi? Nous, sur l'appli, si tu veux, alors parce qu'après, moi, c'est ce que je disais, hein, comme j'ai dit en intro, nous, on n'est pas du tout connaisseurs là-dessus. On a des problématiques aussi où je ne sais pas jusqu'où peut aller la partie no-code ou quoi pour gérer, parce que nous, on a déjà un site internet, hein, OK, avec une base de données. Et avec la notion d'avoir nos réservations d'hébergement qui sont faites sur la plateforme. Okay. Et l'idée, c'est qu'un client qui se connecte avec son même compte client va pouvoir récupérer les données de réservation, par exemple, pour les implémenter dans l'application et créer un carnet de séjour, typiquement. Et dans l'application, l'idée, c'est d'avoir des offres d'activités, de points d'intérêt, etc., qui vont venir implémenter le séjour pendant le séjour. Mais c'est déjà de voir comment on fait le lien entre site et appli, sachant que l'appli, dans l'idée, c'est qu'elle peut vivre de manière autonome sans forcément être attachée à avoir systématiquement fait une réservation d'hébergement. Mais du coup, dans l'absolu, par rapport au prototypage et par rapport à la sortie, c'est que, en fait, comme tu disais, hein, il y a la notion d'internaliser ou pas d'internaliser, mais moi, je n'arrive pas du tout à flécher, on va dire, le temps homme nécessaire, en fait, pour déployer ça. Et du coup, pour avoir une idée, alors c'est vraiment à la louche, hein, mais du temps homme à 35 heures semaine, hein, on va dire, qui travaillerait sur le projet à temps complet. Combien de temps va falloir que je mobilise des ressources concrètement pour monter ce type de projet en no-code? Si je veux aller dans cet esprit-là, tu vois, tu disais tout à l'heure, on fait bien le parallèle entre justement, est-ce que je vais passer par une agence ou pas? Est-ce que je vais commencer à le faire en interne justement en utilisant du no-code? Qu'est-ce que ça représente à peu près comme charge pour savoir à peu près les calendriers et les ressources nécessaires, la bande passante nécessaire à mobiliser pour pouvoir faire cette première étape-là avant peut-être d'aller passer au-delà? Très clair. Est-ce que c'est systématiquement une étape préalable à passer avec agence derrière, ou est-ce qu'on peut se contenter de cet aspect-là et du coup capitaliser sur l'internalisation? Ok. Il y a beaucoup de choses parce que si tu pars déjà d'une application qui existe, ça va dépendre du système d'API, donc de pont entre Adalo et le truc que tu as déjà. C'est quoi? C'est du WordPress? Pas du tout, c'est fait sous Prismic. C'est ça. C'est fait sous Prismic avec un C. Ouais. Website. Ok. Donc vous avez développé ça, vous? Non, c'est une agence qui a travaillé pour nous. C'était un appel d'offres et c'était une agence parce que si tu veux, on intègre un logiciel métier à l'intérieur, c'est-à-dire que ce qui a été développé en Prismic, c'est tout l'habillage du site. Et après, nous, on a en fait un logiciel métier qui est fourni par une boîte qui s'appelle VisitGroup XY, qui nous permet, nous, d'aller faire remonter tout l'hébergement, tout l'aspect hébergement. Et Prismic vient se contenter de faire l'affichage et l'implémentation, en fait, se contenter. C'est très réducteur dit comme ça parce que ça a été beaucoup de taf pour aller réussir à récupérer les données de la base de données, etc. Et de faire les liens avec les API et les connecteurs pour les différentes solutions d'hébergement. Mais après, le lien qui serait fait avec l'application, c'est plus
du côté B2C sur la jonction entre le compte client du site et le compte client qui serait dans l'appli, pour que lui, il ait une passerelle, comme tu disais, hein, entre les deux espaces, pour qu'il puisse capitaliser, enfin avoir le suivi de sa résa, avoir Très les clair. informations de sa résa, c'est-à-dire les dates de séjour, pour pouvoir commencer à créer son carnet de séjour, avoir déjà l'hébergement et donc le lieu géolocalisé de l'hébergement, et après pouvoir lui faire à la carte, en fait, construire à la carte ce qu'il va implémenter son séjour et ce qu'il va mettre jour par jour en termes d'activité, etc., etc. Ouais. Prends... Et toi, t'es comment au niveau informatique, de manière générale? De manière générale, moi, je suis pas du tout, si tu veux, j'ai piloté pas mal de projets en étant l'interlocuteur privilégié avec des agences web et par curiosité perso, je plongeais un peu dedans et tout, mais sinon, j'ai zéro connaissance en code, j'ai T'as pas déjà fait de un site web? logique, etc. Non, non, j'ai jamais fait de site. Ah, si, j'ai fait un WordPress, mais si tu veux, j'ai jamais fait de site web à proprement parler. Ok. Je suis toujours, en général, j'ai toujours été l'interlocuteur des agences en face de nous, en fait. Ok, ouais. Dans ce cas, moi, je te prévois bien 3 mois parce que juste sur le dev, parce que ce que tu veux faire là. En vrai, tout ce qui est relatif à Adalo, tu vas le torcher assez rapidement. Je pense que tes écrans sont pas d'une complexité incroyable. Tu vas passer un peu de Non, non, temps en à lire soi, le c'est code, photo en machin. haut, menu comme tu disais. Enfin, on est très proche de ce que tu nous as présenté hein, Si, si, dans bien sûr. l'ergonomie à proprement parler. Il n'y a pas de complexité folle dans la partie design et UX. Mais après, c'est plus la partie rattachée à la base de données entre les Oui. offres, les géologues, les comptes clients et le reste, en fait. Ouais, dans ce cas, fais-le faire par une agence parce que tu vas risque de faire des erreurs en fait. Si tu as déjà des clients et tout, je te conseillerais quand même de prendre un petit budget et de lui dire, OK, moi je vous fais les écrans comme ça, je vous fais les connexions de base, mais vous faites les connexions, tout ce qui est relatif à la base de données directement. Tu as le droit de découper ton projet, tu as le droit de dire, moi je fais ça, vous faites ça, etc. Ouais. etc. En fait, hein, si ça peut te faire baisser un peu le prix, et que toi ça te permet d'avoir gardé la main sur la plus de choses possibles, pourquoi pas, tu vois. OK. Mais donc, du coup, sans la base de données, compte allez, 1 mois et demi si vraiment tu as envie de prendre ton temps. Ouais. Je pense que entre les maquettes, le truc et tout, hein, 2 semaines de Ouais, dev, c'est vraiment, ça me oui, c'est quand semblerait même vraiment déjà. facile à prendre en main et c'est vraiment quand même intuitif et du coup. Oui, Adalo, c'est le plus simple, hein, vraiment en termes de design et tout. Autant Bubble, ça peut être chiant parce qu'il y a du responsive à gérer. Ouais. Ça y est, la bêta est sortie. Euh, Autant Adalo, tu n'as pas d'ambiguïté là-dessus. Tu as les petits twists, mais tu les verras une fois que tu auras lancé le truc, tu vas gérer, quoi. Donc 2 semaines, ça me semble OK. pas trop déconnant. Mais sinon, oui, OK. effectivement, c'est quand même dodu ce que tu veux faire derrière, sachant que je sais même pas si ça, c'est ta base de données, en fait. Où est-ce qu'elle est, en fait, si ça se trouve, c'est un truc différent encore. Donc, euh, donc voilà. OK. Bah oui, de toute façon, la base de données, elle est elle-même constituée en API parce qu'en fait, les tunnels de paiement sont dans les logiciels métiers qu'on utilise et qu'on plug. Et après, on les fait remonter dans notre site pour pouvoir en avoir la maîtrise, en fait, parce qu'on Oh, utilise deux logiciels métiers différents, enfin deux solutions métiers différentes. Donc après, nous, on bordel. vient plugger tout ça dans une base de données qui est chez nous, enfin chez nous, qui est après interne, mais on va déjà appeler la base de données, nous, en les récupérant au niveau des tunnels de paiement. Donc, Ok. Ouais, bah, c'est très peut-être, ouais, complexe au départ. si tu as envie de t'amuser sur la partie dev, sur les API, pourquoi pas, mais tu vas prendre vraiment beaucoup de temps. Il y a quand même des choses Ouais. complexes à comprendre et à appréhender. Je te dis, passe plutôt par un dev parce que là, sinon, ça va te. On n'est plus dans le proto, là, on est quand même sur de l'application réelle. Je comprends que tu Ouais, veux c'est faire ça. baisser Donc, le du prix, coup, mais pars pas sur des erreurs non plus, juste pour gagner 3000 balles, alors que ça va t'en coûter 15 000 de réparer les pots cassés, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais savoir aussi un peu sur les dimensions de ce type de projet. Où est-ce que ça pouvait s'arrêter de faire appel au no-code? Si on s'arrêtait plutôt au proto et qu'après on passait la main, mais qu'on optimisait du temps sur la conception du proto, mais qu'après il valait mieux passer la main, où est-ce qu'on pouvait aller de bout en bout. Mais tu me confirmes bien que, c'est ce que je pensais, mais tu me confirmes bien que quand même quand on arrive à un certain niveau de volonté sur la mise en œuvre ou les connexions via API, ça devient un peu plus touchy d'y aller comme ça, Voilà, from scratch. tout à fait. Moi, j'ai une question sur Ok, merci. du coup, le projet de Paul Clément. Est-ce que ça aurait été possible si dès le début, en fait, le no-code avait été intégré?
dans le sens où là, il y a donc un site web, il y a une volonté d'application avec une base de données. Est-ce que dès le début, si Ouvert avait pensé au no-code, est-ce que ça aurait été possible dans ce cas-là? Ou est-ce que vraiment, en fait, là, c'est vraiment une limite par rapport à Adalo et Popel? C'est possible, c'est juste que c'est possible de le faire si tu sais développer en fait un minimum. Ce qu'il utilise, c'est des applications métiers qui sont externes au no-code et de toute manière, il en aurait besoin. Donc, même s'il partait sur un Bubble pour faire la version PC, la plateforme, et un Adalo pour faire la version mobile. De toute manière, il va falloir connecter tout ce petit monde au même logiciel métier et donc rencontrer les mêmes problématiques. Ce qui fait que, encore une fois, c'est jouable, c'est faisable. Ils ont des API, hein, c'est ouvert, etc. Si tu dis que la base de données est ailleurs, tu vas avoir beaucoup de choses à gérer, mais c'est pas impossible. Tu peux le faire sur du no-code, c'est juste que c'est la chienlit, quoi. Si tu sais pas t'y prendre, c'est 9 chances sur 10 pour que tu fasses beaucoup d'erreurs et que tu passes plus de 6 mois là-dessus, alors qu'une agence, elle te prend je sais pas, elle te prend 3-4 000 balles, elle te fait la connexion et puis basta, quoi. Nous, ça a été en gros dans le projet, hein, sans dévoiler de chiffres ou n'importe quoi, mais cet aspect intégration pour rejoindre, pour rebondir sur ce que tu dis, Clément, et sur ce que vous disiez, ça a été 30 à 40% du budget. Ça a été pour pouvoir aller interroger, faire danser les bases de données, réussir à interroger les API, etc., etc., quoi. Tout à fait. C'est ça qui a fait le gros du dev sur l'agence, c'est de vraiment pouvoir aller taper là où on voulait dans l'API pour pouvoir afficher les résultats tels qu'on les voulait, plus que finalement de l'ergonomie et de l'UX, etc. Effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Donc, moi, je vais vous envoyer le lien dans le... Où est-ce qu'il y a le chat? Je vous envoie le lien du coup de la présentation dans la discussion, la conversation. N'hésitez pas à la regarder. Je vous laisse mon mail également. Pour ceux qui ont des... Pardon. Erratum.fr. Si vous avez des questions, besoin de discuter 15 minutes, 20 minutes sur un sujet très propre à votre projet, n'hésitez surtout pas. Et j'espère que ça vous sera utile et bon courage pour votre développement, pour les maquettes, etc. Encore une fois, hein, négligez pas les étapes en amont. Et négligez surtout pas votre test utilisateur qui potentiellement peut vous faire en sorte que votre projet de développer une appli passe de ça à quelque chose de beaucoup plus simple ou de beaucoup plus compliqué. Mais pensez bien à ça et faites bien vos étapes tranquillement. Parce que ça va vous faire gagner un temps fou derrière, quoi. Merci beaucoup, Clément. Merci. De mon côté, ce sera tout. J'espère que cette intervention vous a tous plu et a su répondre à vos questions. Avant de clôturer, je vais vous envoyer dans la journée un questionnaire de satisfaction, voilà, pour qu'on ait les retours un peu des personnes qui se sont un peu moins exprimées ou simplement que vous puissiez vous exprimer par écrit sur vos avis sur cette masterclass, plus particulièrement l'organisation des documents. Merci à tous. Merci Clément. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Merci.